Ah voilà. Donc, nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui, cet après-midi, à la petite horloge japonaise, il est 15 heures, non, 14h40, c'est Steve Bobillier. Bonjour. Bonjour, comment ça Merci. va? Vous êtes à Sion, dans le beau Valais. Je vois qu'il fait beau derrière vous, là. Il fait toujours beau en Valais. Alors, il fait toujours beau en Valais, ne serait-ce qu'au fond des verts, mais là, je suis à Fribourg, en fait. Vous êtes... Ah, ben, Voilà. pour mieux alors. Encore mieux. Je suis valaisan d'origine, mais exilé à Fribourg depuis quelques années. Oui, Ah, vous dites exilé quand même, hein. ouais, ouais. Mais je suis moitié-moitié maintenant. Voilà. Ah, ça, on aime beaucoup à Fribourg, la Oui, moitié-moitié. justement. Vous êtes aussi musicien. J'ai vu que Absolument. hier soir, est-ce que c'est vous qui avez fait la petite aubade là avec la trompette? Alors, nous, on a eu droit à une aubade au Cœur des Alpes sur la place du Petit Saint-Jean hier soir. Magnifique aubade, mais non, c'était complètement improvisé, mais j'étais juste spectateur. Mais Juste ça faisait spectateur. plaisir d'entendre de nouveau de la musique. Et vous, qu'est-ce que vous faites alors pendant ce temps de confinement? Est-ce que vous êtes actif aussi sur Facebook? J'ai vu comme ça, mais vous dirigez, vous chantez, comment est-ce que vous vivez ça au niveau de la musique? Alors, j'ai continué à faire des répétitions. Donc, je dirige un chœur en Gruyère. Et puis, on s'est un peu débrouillé autrement parce que j'avais quand même certaines personnes un peu plus âgées qui font partie de deux, trois chœurs. Et puis, qui tout d'un coup avaient plus rien, qui pouvaient plus voir leurs petits-enfants non plus. Donc, qui se trouvaient un petit peu démunis dans la semaine. Et puis, j'ai trouvé assez important de continuer à faire ces rendez-vous chantants. Donc, on a utilisé les moyens modernes. Donc, on a fait des vidéoconférences. Et Magnifique. puis là, on se voit tous les mardis. On déchiffre le prochain programme, quel Requiem de Mozart et le Stabat Mater de Pergolesi. Et puis après, donc, on travaille sérieusement pendant une petite heure. Et puis après, on rallume les micros de tout le monde et on prend l'apéritif. Donc, D'accord. c'était pour faire la musique, mais c'est aussi l'aspect social, en fait, qui était important. Magnifique. Ouais, donc, vous avez plusieurs cordes à votre arc, Steve, parce que vous êtes musicien, vous êtes aussi philosophe. Oui, j'essaye. Vous Il faut essayez. ces temps-ci être Vous êtes philosophe. docteur en philosophie. Exactement, oui, oui. Et c'était sur quoi votre doctorat? Vous l'avez fait ici à l'université à Fribourg? Alors, j'avais fait en partie à Fribourg, mais j'ai terminé à Paris, à l'EHESS de Paris. Et puis, c'était sur la question de la liberté et de la personne. Donc, comment on lit ces deux notions, puis en fait, surtout, enfin, il y avait une partie historique, c'est comment ces notions naissent et apparaissent au XIIIe siècle. Et puis après, comment elles se lient à la question du choix du mal. La question, c'était simplement de savoir, enfin simplement, entre guillemets, Mhm. pourquoi des fois on fait le mal en toute connaissance de cause et en toute liberté. D'accord, très bien. Et ça vous vaut aussi d'être membre de la commission de la CES dans la conférence des évêques suisses en Mhm. bioéthique. Exactement. Voilà. Depuis maintenant un peu plus de 2 ans, je travaille comme collaborateur scientifique pour les questions de bioéthique. Oui. Peut-être d'expliquer juste rapidement, la Oui, bioéthique, volontiers. c'est les questions qui sont liées, souvent on dit ça à la fin ou début de vie. Et puis c'est simplement que ben voilà, la médecine, elle évolue, il y a des changements, et puis de temps en temps, ben, il faut se poser des questions aussi éthiques. Et puis c'est pas seulement les médecins qui peuvent répondre à ces questions, c'est en lien avec le droit, il y a des éthiciens, et puis là, comme c'est aussi la conférence des évêques, ben, il y a aussi des théologiens pour essayer d'amener une vision, comment on va dire, qui est en lien avec la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire la défense des plus vulnérables. D'accord. Et là, concrètement, par exemple, vous êtes collaborateur scientifique. La conférence des évêques suisses est une petite conférence par rapport à celle de France ou d'Italie. Chacun, je pense, un petit peu en département. C'est quel évêque qui a la responsabilité justement du domaine que vous êtes conseiller, vous êtes membre? C'est Monseigneur Morero. C'est Monseigneur Morero, donc Ah oui, c'est notre évêque. c'est ça, c'est Et ça. après, donc, cette commission, vous êtes combien? Donc, vous êtes collaborateur scientifique. Et après, il y a combien de personnes qui collaborent avec... Alors là, on a une quinzaine de personnes qui travaillent, enfin, qui viennent aux réunions de manière permanente. Oui, Donc, j'ai dit dans différents domaines.
Et puis après, c'est vrai qu'on peut toujours inviter des spécialistes pour des questions spécifiques. Donc c'est vrai que voilà, c'est des spécialistes de leur domaine, mais après ça peut être très large. Oui. Et puis, le dernier document que vous avez fait, sauf erreur, c'est justement sur l'euthanasie, la présence des aumôniers ou pas. Hein, c'est ça. Exactement. Alors il y avait deux documents assez importants qu'on a sortis cette année. Un premier, c'était sur le don d'organes, et puis l'autre, c'est Voilà, l'accompagnement des personnes qui demandaient le suicide assisté. Voilà, voilà. l'accompagnement pastoral, oui, oui, tout à Ouais. fait. Mhm. Est-ce qu'il y a encore des projets? Bon, je sais qu'on est dans la période de confinement, mais les théologiens ou les intellectuels continuent de travailler et de penser malgré le confinement. Est-ce qu'il y a des projets de prochains documents qui peuvent sortir ou sur quoi travaillez-vous actuellement? Alors là, il y a un premier flyers qu'on va sortir pour définir qu'est-ce que c'est une vision chrétienne de la bioéthique. Parce qu'il y a plein de manières différentes d'envisager ces questions d'éthique. Et puis c'était de dire, bon, ben voilà, qu'est-ce que une vision chrétienne justement de défense du plus faible, une vision du bien commun, du vivre ensemble, etc. Donc, quelles sont les notions en jeu et puis qu'est-ce que ça peut apporter par rapport à une autre vision, je ne sais pas, qui peut être libérale ou voilà. Donc ça, c'est une première, un premier document qui va sortir assez bientôt. Et puis le deuxième document qui est lié à ça, c'est l'anthropologie chrétienne. On parle beaucoup d'anthropologie chrétienne. Et puis, si on parle des questions d'éthique, de médicale, ben, il faut savoir qu'est-ce que c'est un être humain. Et puis ça, c'est un gros challenge pour nous quand même d'essayer de définir qu'est-ce que c'est le fait d'être un homme. Voilà. D'accord. Et ça serait quoi alors, en quelques mots? Ah, Être un homme. On sait on est des animaux raisonnables, on a une âme, on est capable de rentrer en contact avec Dieu. Mais le mhm. philosophe que vous êtes et l'expert en bioéthique, qu'est-ce qu'il dirait? Alors, là, vous avez déjà, ça dépend les axes qu'on va prendre, hein. On peut dire que c'est en effet un animal rationnel, doué de volonté, etc. Voilà. Moi, une définition que j'aime bien et puis qui peut être utile aujourd'hui de rappeler, c'est que on est vulnérable. Et je Hmm. pense que la vulnérabilité, elle fait partie de l'essence même de l'être humain. Et ça, on a Oui, un peu tendance à l'oublier. Et ce que je veux dire par là, c'est que la vulnérabilité, c'est qu'on ait des limites, qu'on ait oui, une finitude. Et puis, de comprendre que c'est commun à tout le monde. L'enfant, il est vulnérable. L'adolescent, bah, dans la période de chamboulement, il est vulnérable. L'amoureux, il se met à cœur ouvert, il est vulnérable. Et puis finalement, ce qu'on voit aujourd'hui, hein, avec le coronavirus, oui, la maladie, la vieillesse et tout ça, ça nous rappelle à notre vulnérabilité. oui. Mais c'est pas une fragilité. C'est deux notions que je distingue. Et puis la vulnérabilité, si elle est commune à tout le monde, c'est simplement qu'elle est naturelle, elle est essentielle. Et puis du coup, elle est ni bonne ni mauvaise. Mais parfois, elle est considérée comme mauvaise, mais je pense que c'est ça qui est dangereux de dire, ah, mais finalement, on a des limites. Il faut qu'on dépasse ces limites, il faut qu'on soit performant, etc. Et puis la religion, la philosophie a toujours considéré que le dépassement de soi, c'était, ouais, en effet, dépasser ses limites, mais pour devenir meilleur, pour être plus vertueux. D'accord. Donc je pense on pourrait dire qu'une des définitions de l'être humain, qu'on oublie parfois, c'est que c'est un être de limites, et que c'est quand on accepte ces limites que ben, qu'on est mieux, c'est-à-dire qu'on est plus heureux ou qu'on devient meilleur. Magnifique. Donc, ça veut dire que, est-ce que cette période de coronavirus, où on avait l'impression que, voilà, qu'on était dans un monde, voilà, il y a toujours des gens qui sont à succès, qui sont dans les médias, la publicité, c'est toujours l'homme jeune, presque éternel, qui réussit tout. Est-ce que là, est-ce qu'on trouve justement notre vulnérabilité? Alors c'était ça un peu, moi, la réflexion que ça m'a apporté cette crise, Ouais. aussi par rapport à la vision qu'on a du corps, hein. On veut vraiment essayer tout le temps d'améliorer le corps. Alors ça peut être bon, hein, par le sport, etc., mais ça peut être de manière plus, avec un rapport faussé au corps, je dirais, par la médication, donc par le dopage, ou maintenant par ce qu'on appelle le transhumanisme. Il y a des gens qui vont s'implanter des puces électroniques sous la peau, ou bien carrément se couper un membre pour le remplacer par un membre électronique. Ça semble la science-fiction, mais ça existe depuis une trentaine d'années.
Et c'est une pensée qui se développe de plus en plus, qui s'appelle le transhumanisme. Donc l'idée, c'est qu'on va devenir plus que des humains, on va dépasser ce statut d'humain, plus avoir de souffrance, de maladie, même de mort, hein. Il y a certains qui pensent qu'on va devenir immortel. Donc voilà, mais c'est un peu pour se dire, ok, on était dans un monde qui pensait vraiment la médecine et la technologie comme capable de tout faire, de tout réaliser. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que, ben non, en fait, les médecins, ils font chaque jour des miracles, mais ça reste dans les limites du possible. Oui. Et on reste fini, en fait. Et je Ouais. pense que c'est ça qu'il faut retrouver un tout petit peu, cette acceptation de la finitude. Et par rapport à la fragilité, vous avez distingué la vulnérabilité de la fragilité. En quelques mots, c'est quoi la différence que vous Ben, présentez? la fragilité, pour moi, c'est vraiment cette image du verre. Le vase en verre, il est fragile, et puis quand il tombe, il se casse, il se brise. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Oui, Euh, et ça, la fragilité, c'est plutôt de l'ordre en médecine quand on va vers une pathologie qui fait qu'on ne peut plus aller en arrière. Puis la vulnérabilité, c'est même la capacité, je dirais, à être blessé, d'accord. à être touché. Oui, Je veux être plus large que blessé, c'est être touché, parce que les sentiments, c'est aussi être vulnérable finalement. Et oui, puis cette capacité, euh, quand on est blessé, c'est pas que c'est fini, on peut vivre avec nos cicatrices. Et puis on peut rebondir après ça. Et ce qui est intéressant, c'est que l'idée de fragilité, je dirais que c'est arrêté. Une fois qu'on est cassé, c'est fini. Et puis la vulnérabilité, en fait, il y a toujours ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire la capacité à rebondir. Et ces deux notions, elles sont toujours liées, vulnérabilité et résilience. Et magnifique. puis d'aller voilà, vers un élan, vers une dynamique, d'aller toujours, de rechercher ce qu'il y a de mieux en soi, même si ça n'amène pas une plus grande autonomie, il y a toujours cette capacité. Enfin, je relisais, une lecture qui me semblait appropriée pour le confinement, c'est Le Scaphandre et le papillon. Je sais D'accord. pas si vous connaissez ce Non, livre. mais on va connaître. Oui. Alors, c'est un journaliste qui a eu un accident et qui a eu la colonne vertébrale sectionnée et qui souffre de ce qu'on appelle le locked-in syndrome. Donc, il est enfermé en lui-même. Donc son corps ne fonctionne plus du tout, son esprit va parfaitement bien, et la seule chose qui peut bouger, c'est sa paupière. Et il a écrit tout un livre en clignant des yeux, avec quelqu'un en face de lui qui lui récite l'alphabet, et puis quand il arrive à la bonne lettre, hop, il cligne et on passe à la lettre suivante. Et en fait, il raconte toute sa vie intérieure, comment il est enfermé, et tout ce qu'il est capable d'entreprendre. Là, c'est flagrant, hein, parce que c'est un livre. Puis ça me touche beaucoup d'avoir relu ça parce que justement, c'est la vulnérabilité. Il n'y a pas plus vulnérable que lui. Il n'est pas du tout autonome. Mais par contre, enfin autonome au sens moderne, hein, ou au sens où on le comprend aujourd'hui. Par contre, il a une capacité incroyable de rebond, d'agir, de raconter, de se raconter, etc. Parce que dans la capacité, enfin, ça, si je veux être philosophe, c'est Paul Ricoeur hein, qui définit l'être humain comme un être capable. Puis capable, il faut comprendre ça au sens très très large, ça veut dire capable de faire, d'agir, d'entreprendre, mais aussi simplement de raconter, de se raconter, de penser. Et puis là, typiquement, même en état léthargique, cet auteur du scaphandre et du papillon, eh ben, il est capable de plein de choses, en fait. Ouais, Il a une d'accord. vie intérieure riche. Donc Très c'est ça intéressant. qui Ouais. m'intéresse. Eh ben merci parce que moi je rencontre aussi passablement, ben, je suis aumônier à l'hôpital et puis quand je me balade dans la rue, on rencontre beaucoup de pauvres, d'autres personnes. Là, il y a aussi des fragilités psychologiques et psychiatriques qui se révèlent. On essaye de les accompagner. Et je me souviendrai alors, plutôt que de parler de fragilité, on peut parler de vulnérabilité, mais cet être humain, de cette capacité d'être. Je sais en fait aussi que vous avez, parce que c'est vous-même que vous me l'avez dit, fait une formation pour les aumôniers et les aumônières, enfin les responsables d'aumônerie du canton de Vaud. En quelques mots, vous pourriez nous dire qu'est-ce que vous avez voulu leur dire, leur communiquer Mhm.
Alors, volontiers, bon, il y avait évidemment déjà cette question de la vulnérabilité qui est revenue. Et puis l'autre point, c'était de dire, l'autre point principal, je dirais, c'est que beaucoup, on entend beaucoup aujourd'hui les gens opposer la liberté et puis la solidarité. Et, simplement en disant, mais pourquoi je dois me restreindre? Parce que finalement, on s'est beaucoup restreint la liberté de rassemblement, d'association, etc., voilà, de déplacement même. Euh, Pourquoi je dois faire ça? Par solidarité envers les plus vulnérables. Voilà. Et puis, l'idée, c'était de dire que ça, c'était une vision un peu... Enfin, ça a cassé un autre mythe. Moi, je dirais que le premier mythe, c'était cette médecine toute puissante dont on a parlé au début. Et puis le deuxième mythe, c'est l'ultralibéralisme, cette pensée où on peut finalement tout faire, et puis que mes actes n'ont aucune conséquence sur les autres. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup aussi dans mon travail, hein. Les questions de bioéthique, on les limite toujours à l'individu. Par exemple, le suicide assisté, on regarde toujours la personne elle-même, et puis on dit oui, mais c'est un droit, elle a le droit de mourir. Je dis oui, mais en fait, il faut toujours placer ça dans un contexte, et on ne comprend pas peut-être l'impact que ça a sur la famille, sur les soignants, sur les proches, etc. Ouais. Voilà. Donc Ouais. juste de comprendre que nos actes, ils ont toujours un impact sur les autres. Oui. Et de ce point de vue-là, je pense que euh, c'est un peu faux d'opposer la liberté et la solidarité. Pour moi, on peut lier les deux, mais ça veut dire qu'on est d'accord de mettre sa liberté qui suppose des limites. Il n'y a pas de devoir de droit sans devoir. De mettre cette liberté au service de la solidarité. Et puis peut-être pour finir sur un exemple, enfin un exemple que j'aime beaucoup, c'est de la philosophie africaine. C'est un concept qu'on appelle l'Ubuntu. L'Ubuntu. L'Ubuntu, est-ce que vous connaissez ça, Je ne cela? connais pas. Je connais Mana qui veut dire maître, mais l'Ubuntu, je ne connais pas. Alors l'Ubuntu, c'est... en fait, je peux l'expliquer par un exemple qui est un exemple... enfin, c'est par une histoire vraie, une anecdote. C'est un anthropologue qui était en Afrique et qui voulait faire une course avec des enfants avec une récompense à la clé. Alors, il leur a expliqué, les enfants, ils sont partis à toutes jambes, et arrivés près de la ligne d'arrivée, ils ont tous ralenti, ils se sont arrêtés, ils se sont pris les mains, et ils ont tous passé ensemble, ni vainqueur, ni perdant. Et là, l'anthropologue était un peu étonné, il leur a dit, mais est-ce que vous n'avez pas compris les règles? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et les enfants lui ont répondu Ubuntu, ce qui signifie plus ou moins, on pourrait traduire ça, je suis parce que nous sommes et nous sommes parce que je suis. Donc en fait, c'est vraiment cette idée que euh, c'est celle qu'on a traduit dans le christianisme par le bien commun. C'est-à-dire que l'augmentation du bien commun, en fait, il faut comprendre que je fais partie du bien commun. Donc l'augmentation du bien de la société, ça va améliorer aussi ma situation. Oui. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer liberté et solidarité, parce qu'à partir du moment où je comprends que, en fait, c'est pour tout le monde que je fais ça, et puis que ça va rejaillir sur mon bien propre, ben, je le fais aussi pour moi, et puis c'est pas contraint, c'est aussi libre et volontairement que je le fais. Voilà, Magnifique. Où est-ce l'Ubuntu. que, à part les documents de la CES que j'ai lus, donc merci encore infiniment pour votre travail, où est-ce qu'on peut vous lire? Est-ce que vous avez publié des bouquins? Est-ce que vous-même vous lisez des livres? Qu'est-ce que vous conseillez, même si on commence à se déconfiner un peu? Oui, il faut se déconfiner. Alors, là, j'ai cité, hein, il y avait le scaphandre et le papillon que je Ah, trouve assez intéressant. Je dois avouer que j'écris assez régulièrement pour le Nouvelliste, pour la oui, page église du Nouvelliste. Et voilà. puis là, le mois prochain, normalement c'est prévu le 7 mai, j'ai un livre qui sort qui s'appelle L'éthique de la personne, donc qui parle un tout petit peu de ces problématiques justement de mal, de liberté, de personne, etc. Donc c'est un peu ma thèse que j'ai essayé de rendre lisible. Voilà. Quelle édition? C'est quel éditeur que vous avez trouvé C'est à Paris, c'est Vrin. Paris? Ouais, Vrin, la bibliothèque de la Sorbonne. Magnifique. Eh bien, on ira jeter un œil, plus qu'un œil très attentif. Merci infiniment. Mais merci de l'invitation.
Nous sommes donc pas fragiles, mais nous sommes vulnérables parce que nous sommes humains et nous sommes invités à être solidaires librement. Magnifique, c'est Merci exactement ça. infiniment. On vous écoutera, on vous suivra aussi sur la page Facebook. Je sais que vous mettez des posts très intéressants, aussi dans le Nouvelliste. Et puis, on sera attentif le 7 mai, c'est tout bientôt, pour lire aussi votre thèse. Je vous souhaite un bon après-midi. Merci Merci, infiniment. Bon travail pour nos évêques c'est gentil. ont pris en cette période aussi difficile. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup, bonne Merci journée. beaucoup.